Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire sur un sujet qui nous intéresse tous sur le Ségur numérique. Et on sait combien il y a une volonté importante de l'État et de la délégation numérique en santé de faire évoluer notre environnement numérique. C'est le thème du webinaire de ce soir. On sera accompagné par Alex Rocher, qui est un expert médical de la société CGDIM et qui, euh, dans le bout des doigts. Et donc, à vous, le but, c'est d'avoir un format court et de permettre à chacun de poser les questions parce que plein de choses nouvelles, plein de choses intéressantes, mais on en parlera un petit peu à la fin, plein de points qui rendent parfois notre pratique un petit peu plus difficile, voire beaucoup plus difficile. À vous. Merci docteur. Bon, du coup, bonjour à tous. Merci pour vous être rendu disponible pour participer à ce webinaire. Alors, pour l'information, donc ce webinaire est enregistré et donc sera disponible du coup en replay. Alors, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses, du coup, depuis la barre Zoom, et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, à l'ordre du jour, alors, je ferai un petit rappel du coup sur ce que c'est le Ségur et les services socles. Donc, comment ces services socles se matérialisent, dans votre pratique quotidienne en tant que professionnel de santé. Nous parlons ensuite du coup, des freins à l'usage. Alors, je détaillerai pardon, les services socles. Nous parlons aussi des freins à l'usage, et les plans d'action pour lever en fait ces freins à l'usage. Et enfin, je termine, par, vous parler, des leviers incitatifs, donc le forfait structure pour favoriser, l'usage. Et donc la question du coup, la 1re question en fait, si vous voulez, c'est quoi le Ségur? Tout à fait. Ça sert à quoi? C'est quoi le Ségur numérique, en fait? Tout à fait. C'est quoi le Ségur du numérique en santé? Tout à fait, exactement. Absolument. Alors juste petite parenthèse, pour la petite histoire, le mot Ségur vient tout simplement, de l'adresse du ministère de la santé, qui se trouve en partie, sur l'avenue de Ségur à Paris. Voilà, juste pour la petite, parenthèse. Donc l'objectif du Ségur, c'est vraiment de rattraper le retard national, et d'accélérer du coup le numérique en santé. Donc l'objectif est clair, issu des concertations et de négociations entre les représentants des professionnels de santé, des éditeurs et de l'État en fait, du pouvoir public. Eh bien, c'est de partager, tout simplement partager, d'une manière, sécurisée, donc généralisée et partagée, les données de santé entre professionnels de santé et avec le patient. Pour, bien évidemment, l'objectif final, c'est de mieux prévenir et mieux soigner. Alors, plus concrètement, jusqu'à longtemps, quand on sortait d'une consultation, ou d'un laboratoire de biologie à l'issue, voilà, d'un demande d'examen, d'analyse de sang, et ben, on portait une ordonnance en papier, des résultats venus récupérer plus tard. Et ben, demain, actuellement, c'est le cas, mais aussi demain, ce document-là sera automatiquement, du coup, disponible dans un carnet de santé numérique, Mon Espace Santé, via le DMP. Et du coup, l'objectif final, c'est vraiment de transformer le parcours de soins et le rendre numérique. Donc, en tant que professionnel de santé, comment ça se matérialise dans mon logiciel, dans mes outils, donc notamment mon logiciel de gestion de cabinet? Eh bien, tout simplement via l'intégration des référentiels et services socles. Alors, c'est un peu technique, mais il faut savoir qu'il s'agit voilà, des mises à jour donc, à intégrer, donc des exigences techniques, fonctionnelles, ergonomiques et de sécurité que nous, en tant qu'éditeurs, on doit mettre en place pour atteindre en fait l'objectif de partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec le patient. Donc pour rendre ce parcours du coup numérique et vu les multiples secteurs d'activité, donc on a la médecine de ville, on a l'hôpital, la radiologie, ce qu'on appelle les différentes couloirs, dans le vocabulaire en fait du Ségur du numérique en santé. Eh bien, on avait donc affaire du coup à des numériques en santé et pas un seul numérique. Voilà. Et donc pour illustrer voilà ce parcours numérique, eh bien on voit les différents couloirs avec au cœur en fait de ce dispositif, eh bien le patient. Voilà. Donc, il y a eu tout d'abord, donc ça c'est avant le Ségur, pour la petite histoire. Avant le Ségur, eh bien, il y a eu tout d'abord la généralisation du DMP, dossier médical partagé, et de mon espace santé, du coup, la création de mon espace santé, dont le DMP fait partie, à l'ensemble des citoyens, sauf ceux qui s'y opposent. Donc ça, c'était antérieur au Ségur. Alors, bien évidemment, reste le problème d'alimentation du DMP, dans mon espace santé, en fait, d'alimentation de mon espace santé. Il faut donc l'alimenter tout en s'assurant de la bonne association des données de santé avec l'usager auquel elle se rapporte, via tout simplement le recours à une identité unique qui est l'identité nationale de santé. Voilà. Et donc, cette identité nationale de santé, elle va permettre un référencement fiable et univoque des données de santé
Autrement dit, il s'agit de la même personne numériquement parlant quand on évolue dans le parcours de soins. La communication et le partage, donc là, on a pu alimenter, on va dire, on peut alimenter mon espace santé, donc depuis les couloirs, médecine de ville, l'hôpital, vers le patient, mais aussi tout, c'est en fait l'écosystème, hein, il doit communiquer aussi. Hein. La communication et les partages des données doivent être aussi se faire entre professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Et donc, c'est là où vient la messagerie sécurisée de santé, hein, qui permet donc entre professionnels de santé de discuter, de partager pardon, des données de santé, des documents de santé autour du patient, mais aussi la messagerie sécurisée de santé citoyenne, donc là qui permet du coup de communiquer avec le patient. Il y a aussi du coup ProSanté Connect aussi, et donc vu la multitude des services numériques hein, qui se développent, des services numériques différents et variés, il y a aussi du coup ProSanté Connect, c'est un référentiel qui permet, plus moderne, qui est un fournisseur d'identité et qui va permettre aux praticiens de se connecter en toute sécurité à tous ces services et finalement, in fine, fluidifier le parcours utilisateur. Toujours dans le but de favoriser en fait la coordination de soins. Il y a eu aussi l'ordonnance numérique qui consiste à dématérialiser le circuit du médicament. Bien évidemment, je parlerai tout à l'heure en détail de chaque service socle. Et enfin, l'application carte vitale qui, elle, offre à l'usager une authentification numérique et contient l'information de la carte vitale. Donc voilà globalement, pour résumer, en fait, les 6 services et référentiels socles du Ségur du numérique en santé qui ont été identifiés du coup par les task force pour un partage fluide et sécurisé des données de santé. C'est l'objectif en fait final. Merci d'avoir précisé tout ça, mais concrètement pour nous, ces services SOC, comment ça se matérialise, comment ça rentre finalement et comment finalement ça va nous aider dans notre pratique quotidienne? Tout à fait. Alors, donc voilà, là, je vais vraiment parler voilà, de chaque service socle, du coup, et comme vous dites, parler concrètement comment ça se matérialise, comment ça s'exprime, comment ça se manifeste en fait dans vos logiciels, logiciels de gestion de cabinet, vous en tant que professionnel de santé. Alors, tout d'abord, je vais commencer par l'identité nationale de santé, donc le fameux INS. Eh bien, il faut savoir que l'identité nationale de santé, c'est tout simplement une identité électronique, unique du coup, unique bien évidemment, partagée par tous les acteurs de santé pour un référencement fiable des données de santé. Donc, elle provient bien évidemment des bases nationales de référence. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi utiliser une identité nationale de santé alors qu'on a déjà un numéro de sécurité sociale euh, Est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, bien évidemment, non. En effet, un numéro de sécurité sociale, lui, il peut être utilisé par plusieurs personnes, alors que le matricule INS est unique par personne. Alors, l'exemple le plus simple, pardon, c'est un parent qui a des ayants droit, ouvrant droit en fait à son enfant, et donc qu'il a sur la carte vitale, donc qui aura le même numéro de sécurité sociale. En revanche, chacun, donc le papa, enfin le père et l'enfant, chacun aura son propre matricule INS, du coup, qui est composé d'un numéro, un matricule, et puis de 5 traits d'identité. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, du coup, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont l'utilité, en fait, d'utiliser l'INS dans ma pratique quotidienne? Eh bien, tout simplement, donc, entre autres, c'est rattacher directement un document de santé reçu dans mon logiciel métier, donc, ce qui permet de simplifier le classement que vous ou bien votre secrétariat effectuez. Et ensuite aussi, c'est d'alimenter, donc c'est un prérequis d'avoir qualifié, je vais rentrer un peu plus dans le détail, qualifié l'INS, eh bien, c'est un prérequis pour pouvoir alimenter et consulter le DMP, et donc sécuriser et améliorer la prise en charge. Voilà. Alors maintenant, concrètement, pour qualifier, donc pour pouvoir du coup alimenter le DMP, mon espace santé, eh bien, je dois qualifier en fait l'INS, c'est un prérequis. Alors, du coup, pour qualifier cette INS, je peux le faire moi-même en tant que médecin, mais aussi si j'ai une secrétaire ou une assistante médicale, à condition que celle-ci détienne une CPE nominatif. Voilà. Et donc, la qualification de l'INS, ça passe par 2 étapes. Tout d'abord, du coup, la récupération. Donc, la récupération consiste, si j'ai un logiciel Ségur, eh bien, je vais appeler le téléservice INSI depuis mon logiciel métier, avec ou sans carte vitale. Et donc, je vais récupérer du coup les traits d'identité dans mon logiciel métier depuis les bases nationales. Ensuite, il y a l'étape de validation où là, je vais valider. Donc, je vais tout simplement comparer, si vous voulez, en fait, les traits d'identité retournés par le téléservice INS et une pièce d'identité en fait conforme au cadre légal. Petite précision, en aucun cas il s'agit d'un contrôle d'identité. Voilà, le contrôle d'identité est fait par la force publique. Vous, en tant que professionnel de santé, l'idée, c'est de juste vérifier la concordance entre les traits d'identité récupérés dans votre logiciel et puis ceux de la pièce d'identité. Voilà, tout simplement. Donc,
Je vous montre juste un petit exemple du coup, dont un de nos logiciels. Donc, là, c'est le logiciel Medimust. Donc là, dès que je me connecte à mon logiciel et que, je suis sur le dossier patient, donc là, à titre d'exemple, c'est le patient, Delonclair, et bien là, je vois directement en rouge que l'identité, elle est provisoire. Provisoire, c'est-à-dire elle n'a pas été récupérée ni validée, donc, pas qualifiée, bien évidemment. Et donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir aller récupérer, donc faire appel au téléservice INSI avec ou sans carte vitale, ce qui permet du coup de récupérer ces traits. Voilà. Et la validation, je passe ensuite à l'étape de validation avec une pièce d'identité. Donc ça peut être un passeport, une carte nationale d'identité, un titre de séjour, pour, pour passer en fait cette INS, cette identité nationale de santé, à l'état qualifié. Voilà. Donc c'est ce qui va me permettre, bien évidemment, d'alimenter mon espace santé. Alors, une dernière précision, du coup, vous avez certainement ou probablement entendu parler du cartouche INS. Donc, voici un petit peu un modèle de cartouche INS qu'on doit faire figurer sur les supports physiques, notamment, donc à remettre aux patients, genre les analyses biologiques, les comptes rendus d'hospice, les courriers. Et donc, avec à droite, du coup, le code barre, comme vous voyez. Alors, ce code barre, une fois scanné, permettra, par exemple, au PS qui reçoit pour la première fois le patient, de renseigner automatiquement les traits d'identité dans son logiciel pour faire ensuite appel à l'INSI et puis qualifier et valider l'identité pour avoir une identité qualifiée. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est identité nationale de santé, qualification de cette identité depuis mon logiciel métier. Donc à l'exemple de Medimust, qui est un logiciel de gestion de cabinet, bien évidemment référencé Sécure. Donc le deuxième service et référentiel socle, c'est mon espace santé du coup. Alors là, je vais vous présenter la vue un peu la vue du côté patient. Voilà, et ensuite je détaillerai la vue côté professionnel de santé. Alors donc côté usager ou patient, mon espace santé, il est disponible en ligne, sur le web ou bien sur application. Alors tout simplement, mon espace santé, qu'est-ce que c'est? Mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique qui va permettre qui va permettre aux patients de gérer ses données de santé et qui se compose de 4 briques. Tout d'abord, du coup, le dossier médical. Dossier médical, donc, lui, il s'appuie en fait sur le fonctionnement historique du DMP. Donc, c'est un espace de stockage tout simplement de documents et de partage de documents de santé, en toute sécurité. La petite nouveauté par rapport au DMP, c'est l'intégration du profil médical qui permet du coup, il est complété par le patient et ça peut être voilà, des allergies, des antécédents, des vaccinations, pardon. Et du coup, qu'on va pouvoir partager si besoin avec le professionnel de santé en amont de la consultation. Deuxième brique, c'est la messagerie sécurisée de santé, donc citoyenne. C'est un espace privé qui va permettre d'échanger des messages ou des documents avec le professionnel de santé à l'initiative, bien évidemment, du professionnel de santé. Le patient, lui, il ne peut pas initier en fait une communication via la messagerie sécurisée de santé. Donc, cette messagerie permet, par exemple, d'échanger des documents administratifs pour préparer son entrée ou sa sortie en fait d'hospitalisation. Euh, voilà. Et les 2 autres briques, donc, c'est, le catalogue de services, tout simplement, il peut s'agir des sites internet, des applications du coup intégrées à mon espace santé, qui proposent voilà des actualités liées aux maladies, un suivi de maladies chroniques, des mesures, de tension, de rappel de mesures, du poids, des logiciels de préadmission et cetera. Et enfin, du coup, la 4e brique, c'est l'agenda médical. Alors, l'agenda médical pour l'instant n'est pas, enfin à ma connaissance en tout cas, elle n'est pas encore, fonctionnelle. Mais à terme, voilà, le but, c'est de pouvoir permettre aux patients de centraliser tous les rendez-vous médicaux dans un seul et même endroit et du coup d'avoir les alertes, les notifs, etc. Donc pouvoir vraiment planifier en fait les rendez-vous, les rendez-vous médicaux. Voilà. Alors en tant que professionnel de santé, donc ça c'est côté usager, moi en tant que citoyen. Par contre, en tant que professionnel de santé, l'avantage du coup de mon espace santé, c'est comme je disais, c'est une continuité par rapport à l'existence du DMP. Donc, en tant que professionnel de santé, je vais pouvoir, pour ceux qui ont utilisé le DMP, qui l'ont alimenté, qui l'ont consulté, pouvoir du coup accéder au dossier médical partagé depuis mon logiciel Ségur. Ensuite, alors à condition bien évidemment d'avoir qualifié l'INS. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir du coup, alimenter, le DMP, donc suite à une consultation ou à un examen en fait, biologique, donc voilà, alimenter, mon espace santé du coup, alimenter la brique des dossiers médical partagé.
Je peux aussi consulter. Donc, en tant que médecin traitant, par exemple, je vais pouvoir consulter un compte-rendu qui a été déposé par un confrère, hein, par exemple, à l'occasion d'une hospitalisation, passage aux urgences ou bien un déplacement, etc. Je peux pouvoir consulter, du coup, ces informations qui sont stockées dans mon espace santé. Et enfin, du coup, la communication avec le patient via la brique, eh bien, ma messagerie sécurisée de santé, pardon, hein, citoyenne. Voilà. Alors bien évidemment, hein, il y a des matrices d'habilitation, hein, pour pouvoir accéder, hein, qui gèrent cet accès en fait à mon espace santé, du coup, au DMP. Le troisième service et référentiel socle, eh bien, c'est la messagerie sécurisée santé. Donc, on en a parlé un petit peu rapidement, hein. Ça permet de partager des données, hein, sécurisées entre professionnels de santé, mais aussi avec le patient. Alors, l'adresse, hein, on va dire l'adresse de la messagerie sécurisée santé citoyenne, elle est automatiquement intégrée dès que je qualifie l'INS. Voilà. Donc, quatrième sujet, ProSanté Connect. Alors, quand je parle de ProSanté Connect, hein, il faut tout simplement, hein, penser à l'authentification forte. Alors, ProSanté Connect, pour simplifier, c'est l'équivalent de France Connect pour me connecter en fait en tant que citoyen à mon espace impôt, à la plateforme ANTS, hein, pour faire une demande de passeport, à titre, enfin un permis de conduire, etc. Mais ProSanté Connect, bien évidemment, est réservé pour les professionnels de santé. Donc, en effet, quand une personne veut se connecter, donc pourquoi en fait la genèse de ProSanté Connect, hein, quand une personne veut se connecter à un service de santé, eh bien, on veut identifier du coup cette personne. Donc, il s'agit pour savoir, hein, si cette personne elle est professionnelle de santé, si elle a les habilitations, hein, d'accéder en fait à ce genre de services de santé. Et donc, ProSanté Connect est tout simplement un fournisseur d'identité, hein, un fournisseur d'identité qui va permettre du coup, numérique, hein, bien évidemment, géré par l'ANS et qui va être utilisé pour accéder, hein, à ces données, qui va être utilisé du coup, qui va utiliser pardon, les données de l'annuaire santé et qui va permettre d'accéder à différents services de santé. Je peux par exemple, hein, accéder via ProSanté Connect, hein, à Amélie Pro, Mailise, le DMP, via le webmail, la plateforme CIDEP pour tout ce qui est centralisation des tests de dépistage, mon logiciel médical, hein, référencé Ségur, soit en utilisant du coup ma carte CPS, donc classiquement, mais je passe en fait par le fournisseur d'identité ProSanté Connect, ou bien en utilisant la ICPS, donc la carte CPS dématérialisée. Alors, juste petite précision, hein, ici, il ne faut pas confondre ICPS et ProSanté Connect. Je reviendrai du coup dans quelques instants sur ICPS. Donc, moi, en tant que professionnel de santé, quels sont les bénéfices, hein, de passer, d'utiliser ProSanté Connect? Eh bien, tout simplement, ProSanté Connect, hein, ça permet du coup, ça offre voilà, déjà, ça permet de garder un certain niveau de flexibilité. En effet, si je travaille au cabinet, eh bien, je peux me connecter avec la carte CPS, comme je faisais en fait avant. Et sinon, pour, dans un contexte de mobilité, eh bien, je peux me connecter tout simplement avec la ICPS. Autre avantage, enfin, bon, moi je trouve que c'est l'avantage le plus important, c'est de fluidifier le parcours utilisateur. C'est-à-dire que une fois que je me connecte en fait à un service de santé via ProSanté Connect, eh bien, on a un système de partage de sessions, hein, si vous voulez, entre les différents services de santé, ce qui fait qu'une fois eh bien, connecté, eh bien, ça va permettre de bénéficier du coup, pouvoir bénéficier en fait pouvoir bénéficier voilà, de ces jetons-là et pouvoir me connecter à d'autres services de santé automatiquement sans avoir voilà, à taper, à saisir un identifiant, adresse mail ou bien à refaire une lecture de carte, etc. Voilà. Alors pour ce qui est du coup la ICPS, l'activation de la ICPS. Alors il y a certainement parmi vous, hein, qui l'ont déjà fait, qui l'ont déjà activé en fait la ICPS, mais pour ceux qui n'ont pas en fait encore activé, alors tout simplement il faut télécharger du coup l'application ICPS, hein, qui est disponible sur les stores, donc sur téléphone ou bien sur tablette. Et ensuite il y a deux moyens du coup de l'activer. Alors si je suis au cabinet, hein, par exemple, donc j'ai accès à mon lecteur de carte, ma carte CPS, eh bien je vais tout simplement faire une lecture de carte et je vais me loguer du coup sur ce portail-là et faire l'association du coup enfin, voilà, faire l'authentification si vous voulez et l'association du coup de la carte ICPS avec mon identité. Sinon, donc ça, c'est le premier choix. Sinon, en fait, je peux activer la carte ICPS par un moyen, ce qu'on appelle les coordonnées de correspondance. Et donc, au moment de l'enregistrement dans l'annuaire santé, il faut que le PS ait enregistré du coup son adresse mail et son numéro de téléphone. Et donc, c'est via ces deux éléments-là qu'il va pouvoir du coup activer, en fait, permettre d'activer la ICPS. Alors, point important, hein, à date, la ICPS ne permet pas, hein, de signer des FSE, des feuilles de soins.
ni d'appeler des téléservices, notamment en fait dans le contexte Ségur, les NSI, ou d'accéder au dossier médical partagé, donc au dossier médical partagé. Alors, probablement, très probablement, ça va arriver en fait dans la vague 2 du Ségur, parce qu'on est là, vague 1, et ça va arriver probablement dans la vague 2 du Ségur, de pouvoir du coup, alors pas facturer, hein, mais enfin, voilà, c'est le cahier des charges, il n'est pas encore, je crois, définitivement établi. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, on pourrait peut-être appeler les téléservices, notamment les NSI, ou bien d'accéder au DMP via la ICPS, dans la vague 2. L'ordonnance numérique, donc la e-prescription, hein, tout simplement, c'est un service intégré dans le logiciel des professionnels de santé, alors bien évidemment référencé Ségur, qui va permettre du coup un partage fluide et sécurisé des données de prescription. Donc ça consiste à dématérialiser le circuit de l'ordonnance, pardon. Alors comment ça marche? Donc on a ce schéma-là, en fait. Moi, en tant que professionnel de santé prescripteur, eh bien, en théorie, l'exercice doit être transparent. Ça veut dire, ça va rien changer par rapport à ma pratique, hein, ce que je faisais en fait avant. Donc, depuis mon logiciel métier, référencé Ségur, et le professionnel de santé, il va prescrire, à partir de son logiciel, du coup, l'app, eh bien, générer l'ordonnance en format dématérialisé. Et dessus, il y aura un QR code, voilà, il y aura un QR code qui va être véhiculé. Donc, c'est un identifiant, si vous voulez, unique de la prescription. Automatiquement, je ne sais pas si c'est le cas actuellement. En tout cas, normalement, ensuite, il y a une alimentation en Y. Donc, ça va partir vers le DMP, donc mon espace santé. Et ensuite, ça va aller sur eh bien, les serveurs de la CNAM, donc dans une base sécurisée en fait, de l'assurance maladie. Côté prescrit, donc pharmacien par exemple, il va pouvoir scanner le QR code de la prescription et les informations vont automatiquement être intégrées dans son logiciel. Il peut, hein, si besoin, et avec l'accord du médecin qui a prescrit, eh bien, modifier la posologie, ajuster la prescription, etc., en précisant le motif. Et du coup, ces informations de délivrance eh bien, sont automatiquement transmises, hein, sur cette base-là, donc sur ce serveur, ce qui permet au médecin, hein, derrière, de consulter en fait ce qui a été délivré en accord bien évidemment avec le patient. Alors, il faut savoir, hein, actuellement, l'ordo papier, elle est conservée, hein, donc on fait de l'ordonnance numérique, mais l'ordo papier, hein, elle est conservée avec là où on a activé du coup le service, enfin l'ordonnance numérique, eh bien, avec le QR code du coup dessus. Mais l'ordo papier continue à exister en fait, en tout cas pour l'instant. Alors, juste petite précision, hein, il se peut que l'éditeur de votre logiciel n'ait pas encore activé du coup cette option. En effet, en fait, l'ordonnance numérique et l'application carte vitale, il y a ce qu'on appelle des pré-séries, donc des tests, hein, qui ont été faites ou bien qui ont été faites voilà, dans des départements pilotes, voilà, pour valider en fait pour l'utilisation et le bon fonctionnement. Et ensuite, eh bien, l'éditeur il commence du coup à déployer ça en fait à l'échelle nationale par vague ou bien d'un coup. Alors, pratiquement, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que, ça apporte, le fait d'utiliser un ordonnance numérique? Le concept, il est bon, mais qu'est-ce que ça apporte? Alors, tout d'abord, c'est fiabiliser les ordonnances en passant systématiquement par un logiciel certifié LAP. Voilà, ce qui permet du coup d'éviter l'iatrogénie médicamenteuse. Deuxièmement, ça permet de faciliter l'échange entre, notamment le médecin prescripteur et par exemple, le pharmacien, hein. Donc, ce qui permet, voilà, d'avoir des informations sur ce qui a été délivré, les posologies adaptées, modifiées, et cetera. Et enfin, du coup, garantir l'authenticité des ordonnances, grâce au tiers de confiance, hein, du coup, ce passage, en fait, sur le serveur qui est le serveur de la e-prescription. Dernier élément du coup, l'application, carte vitale. Bon, l'application carte vitale, hein, c'est tout simplement une version dématérialisée de la carte vitale, disponible sur smartphone. Alors comme je disais pour la carte, pardon, pour l'ordonnance numérique, il y a aussi des pré-séries, donc des tests que les éditeurs, hein, doivent effectuer, même si on a passé le référencement Ségur, pour eh bien, faire voilà, faire vraiment des tests en vie réelle, hein, entre guillemets, hein, pour eh bien, du coup, s'assurer du bon fonctionnement. Et ensuite, on commence à déployer ça dans des départements, principalement dans le département pilote, et puis à l'échelle nationale. Donc concrètement, hein, qu'est-ce que ça apporte? Moi, en tant que professionnel de santé, hein, l'utilisation, enfin le fait que le patient se présente avec une application, l'application carte vitale, donc la carte vitale dématérialisée, eh bien, on a plus de chances que vos patients, eh bien, ils aient leur carte vitale sur eux. On sait, hein, qu'on a le téléphone, le smartphone, il est, quasi, à 100 en fait, sous les mains. Donc ce qui garantit, hein, toujours pouvoir faire une télétransmission, donc de facturer en sécurisé.
Et donc, voilà, de faire des feuilles de soins sécurisées et de fiabiliser du coup la facturation grâce à l'appel systématique. Donc, dès que je scanne, il va faire appel systématique à l'ADRI, l'acquisition des droits, et donc ce qui permet voilà, de réduire les risques d'erreur et des rejets de factures. Voilà un petit peu en détail chaque service et référentiel socle et comment concrètement il se présente voilà, dans le logiciel. Alors, bon, j'ai montré un petit peu l'INS, mais voilà un petit peu l'idée en fait, c'est ça en fait sur ces 6 services et référentiels socles. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui du déploiement? Parce qu'en fait, on nous parle d'une vague 1, vous avez évoqué la vague 2, on sait qu'il y a ces fameux couloirs et finalement tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Et ça permettra d'ailleurs derrière la réponse à où est-ce qu'on en est de se dérouler aujourd'hui pour nous les médecins, mais notre environnement. Et ça va permettre d'aborder dans un second temps finalement ce qui fâche, c'est-à-dire pourquoi ça bug, pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est chronophage, est-ce que franchement on nous l'impose, mais fallait-il y aller? Même si on n'en a pas vraiment le choix. Tout à fait. Tout simplement, du coup, pour intégrer, tous ces services, et référentiels socles, du coup, afin de généraliser, l'alimentation domaine espace santé à chaque épisode de soins, plusieurs étapes, ont été nécessaires. Donc, pour la vague 1 du Ségur, qui, donc sanitaire, bien évidemment, qui intègre du coup les couloirs hôpital, biologie médicale, radiologie, médecine de ville et officine, les phases de référencement, donc ça, ça nous concerne nous en tant qu'éditeurs, et les commandes, donc vous en tant que professionnel de santé, vous avez dû certainement recevoir un bon de commande pour signer en fait, pour commander tout simplement votre mise à jour en fait Ségur. Donc ces 2 étapes-là sont maintenant clôturées. Voilà, donc elles sont maintenant clôturées. Il y a aussi du coup la vague 1 du médico-social, donc qui est en cours, mais avec un calendrier un petit peu du coup, étendu par rapport au couloir sanitaire, enfin oui, à la vague sanitaire. Et on a aussi du coup un dispositif du coup, qui vise les opérateurs de messagerie sécurisée de santé, dont le référencement Ségur du coup est aujourd'hui terminé, mais on est dans la phase de commande. Alors, pourquoi j'ai parlé notamment des opérateurs de messagerie sécurisée de santé, mais ça peut aussi s'appliquer au logiciel dans le médico-social? Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, quand ces opérateurs de messagerie sécurisée santé vont faire le développement pour être référencés Ségur, eh bien, ça va permettre voilà, à nos solutions, donc les solutions médecine de ville, l'hôpital, la radiologie, d'être compatibles et du coup de parler entre eux. Voilà. Parce que si on développe du coup, nous, on se conforme en médecine de ville aux exigences Ségur, mais dans d'autres couloirs, donc ils ne sont pas référencés Ségur, donc ils ne sont pas conformes aux normes, eh bien, on va par nos solutions, donc notamment à l'intégration de ma messagerie sécurisée de santé, dans mon logiciel directement, eh bien, je ne vais pas pouvoir faire parler du coup ces deux logiciels, mon logiciel de gestion de cabinet, référencé Ségur pourtant, mais et une messagerie sécurisée de santé qui n'est pas référencée Ségur et donc qui n'a pas les exigences, n'est pas conforme, on va dire, à un cahier des charges pour que ces deux solutions puissent parler en fait entre elles. Voilà. Et donc les étapes, donc pour résumer un petit peu, quelles sont les étapes claires du Ségur, donc comme j'ai montré sur cette slide-là, donc les jalons, eh bien tout simplement, c'est le développement, ce que nous on a fait référencer du coup Cegidim Santé, on a fait référencer 4 solutions, dans le couloir médecine de ville. Ensuite les commandes, donc ça c'est les professionnels de santé qui ont dû commander leur mise à jour Ségur. Et les 2 dernières phases du coup, c'est les phases de déploiement et d'usage. Donc le déploiement, c'est tout simplement de mettre à jour eh bien, la solution, pour qu'elle soit sécure. Et une fois qu'elle est mise à jour, eh bien, accompagner les professionnels de santé pour s'approprier des fonctionnalités Ségur, notamment de l'alimentation de mon espace santé. Donc, alors, les éditeurs et nous particulièrement en tant que professionnels, en tant que éditeurs, eh bien, bien évidemment, on a mis des actions en place pour accompagner les professionnels de santé, que ce soit dans le déploiement ou bien dans l'usage. Donc, tout d'abord, on a depuis longtemps, on a commencé à organiser des démonstrations en direct dans des webinaires autour des fonctionnalités Ségur. On a mis en place des référents Ségur, donc qui peuvent être contactés via un formulaire ou bien via une ligne dédiée. On a mis en place aussi à disposition des professionnels de santé des vidéos de démonstration directement depuis l'aide en ligne de leur logiciel, des campagnes emailing newsletter pour tout ce qui est nouveautés correctives dans les logiciels.
On participe aussi à des comités de suivi avec les pouvoirs publics pour identifier les freins à l'usage et améliorer l'ergonomie, hein. C'est un grand sujet sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Et enfin, on a fait en sorte que le professionnel de santé soit autonome, en fait, si vous voulez, des statistiques d'alimentation DMP et puis d'envoi via messagerie sécurisée de santé, via l'intégration des tableaux de bord, hein, des dashboards, tableaux de bord directement dans sa solution, dans son logiciel référencé Ségur. Et donc, pour parler un petit peu des chiffres, hein, de déploiement au niveau national. Donc, on est aujourd'hui en termes de déploiement, hein, si vous voulez, alors, enfin voilà, sur les différentes couloirs, hein, à date du 5 avril 2023, sur le couloir, par exemple, hôpital, on est à 70% des déploiements réalisés. Donc, 70% en fait, des commandes ont été du coup honorées, déployées. Au niveau biologie médicale, on est à 30% de commandes du coup déployées. Donc, on est à 30% voilà, de logiciels Ségur déployés. En médecine de ville, on est à 75% de solutions déployées. Donc, concrètement, 3 médecins sur 4, ils disposent, parmi les médecins voilà, qui sont éligibles et qui ont commandé leur version Ségur, pardon, et 3 médecins sur 4, ils ont une solution référencée Ségur. Et nous, du coup, voilà, donc c'est vraiment un petit peu voilà, analogue, hein, à l'hôpital, hein, même voire un petit peu plus, hein, quand on part ça à l'hôpital. Et nous, du coup, CGDIM Santé, on a déployé, du coup, comme je disais, on a fait référencer du coup 4 solutions, hein, Ségur, solutions de médecine de ville, logiciel de gestion de cabinet pour médecine de ville, et on est à 84% du coup de déploiement. Donc, on est quand même pas mal, hein, on est supérieur à la moyenne nationale dans le couloir médecine de ville. Voilà. Donc, une fois, alors juste voilà, une petite précision, c'est que c'est bien, hein, de déployer, mais en fait, il est important de préciser que pour réussir cette vague, en fait, il faut que tous les couloirs s'équipent d'une version Ségur. Voilà, pour que ces solutions-là, en fait, soient compatibles, comme je disais, et qu'elles puissent parler entre elles. Voilà. Sinon, il va y avoir des incompatibilités, et puis derrière, voilà, un décalage qui permet, ce qui génère des bugs, des insatisfactions, pardon, etc. Alors, une fois déployé, donc là, on va voir l'usage. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, tout simplement, hein, enfin, les pouvoirs publics, hein, si vous voulez, en fait, se basent sur un indicateur qui est le niveau d'alimentation de mon espace santé. Voilà. Alors, je rappelle, l'objectif, tout simplement, c'est fixé, hein, par l'État, c'est d'envoyer 250 millions de documents, du coup, envoyés au DMP, donc vers mon espace santé, tout couloir confondu. Donc, sur cette courbe-là, en fait, ce que vous voyez, c'est l'évolution du nombre annuel moyen des documents déposés dans mon espace santé mmh, entre du coup janvier 2021 et mars, en fait, ou avril, pardon, de 2023. Et donc, le rythme annuel, en fait, si vous voulez, c'est une projection, hein, donc c'est le flux mensuel multiplié par 12. Il s'agit donc d'une projection annualisée sur le rythme du mois considéré. Donc, voilà, en fait, les mois indiqués. On voit donc du coup qu'en mois de mars, on a quand même atteint, hein, le rythme annuel, voilà, tout couloir confondu, et a atteint à peu près 120 millions de documents envoyés vers mon espace santé, ce qui représente à peu près, hein, 50% de l'objectif. Donc, on voit vraiment qu'on a une belle dynamique, hein, une belle dynamique. Et même si on regarde du coup l'évolution, hein, de la courbe, hein, on voit qu'on a une belle dynamique, hein, avec une accélération exponentielle de l'alimentation de mon espace santé. On est donc plus voilà, dans le même contexte du DMP il y a 15 ans, où fallait attendre 15 ans, je crois, pour alimenter, pour déposer 10 millions de documents. Et encore faut-il que le DMP soit ouvert, ou le professionnel de santé alimente le DMP. Donc vraiment, on voit en fait avec le déploiement et l'usage Ségur, on voit qu'il y a une accélération, il y a une dynamique, hein, qui se dessine. Et donc il y a une adhésion, voilà, à l'alimentation en fait de mon espace santé. Voilà un petit peu. Oui, moi, si je peux intervenir, je serais un petit peu moins optimiste finalement. Passons au côté sombre finalement de ce Ségur. L'objectif de ce webinaire, c'est qu'on en ait finalement un paysage et qu'on comprenne ce qui se passe, parce que ni les éditeurs de logiciels, ni les syndicats de médecins, et la CSMF, dont je suis le président, nous avons porté ce Ségur. Ce Ségur nous tombe dessus avec un objectif annoncé de « ça va faciliter votre vie ». Ouais. Et pour autant, et je pense que vous allez en parler après, quand on regarde qui alimente, on voit bien qui alimente les lettres c'est alimenté par les lettres de sortie et les documents de sortie de l'hôpital, des établissements de santé et des cliniques privées, mais finalement très peu par les médecins libéraux.
pas parce que les médecins libéraux sont les vilains petits canards de l'affaire, mais on voit bien sur le chat, c'est pas si pendant que vous parliez, vous avez pu regarder les questions sur le chat, mais finalement, ce qui revient, on voit tous, et moi dans ma pratique, c'est ça, c'est chronophage, c'est compliqué, mon ICPS, elle marche plus, est-ce que je vais devoir fliquer les patients et les vérifier leur carte d'identité, mais presque plus grave, en tout cas, moi, dans ma pratique, et je pense que ceux qui nous écoutent, nombreux, vont avoir le même ressenti, via une norme qui n'existe plus, soi-disant passéiste, qui s'appelait H', et qui nous permettait de recevoir la lettre du correspondant, le compte-rendu et les résultats des examens biologiques, d'anapath, de radio, machin. Maintenant, il n'y a plus de norme H'. Le déploiement, il ne s'est pas fait à la même vitesse, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Bilan des courses, depuis quelques mois, eh ben, moi qui suis gastroentérologue, je ne reçois plus mes anapaths, je ne reçois plus ma biologie. Mes copains généralistes, ils ne reçoivent plus les courriers et moi, je ne reçois pas ceux qui m'envoient. Bref, c'est le BINS. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est non seulement c'est le BINS, mais je vais vous taquiner un peu. C'est que quand on interroge le ministère, ils nous disent c'est pas nous, on a juste demandé de passer à la phase 1, à la vague 1 du Ségur. Donc nous, on n'aura pas demandé de déstructurer tout ça. Quand on interroge des éditeurs de logiciels, vous, mais tous les autres, ils disent tous la même chose, c'est pas nous. Quand on interroge AppyCrypt, ils nous disent c'est pas nous, c'est les autres. En tout cas, la victime là-dedans, c'est le médecin et donc quelque part le patient, parce que ça rend nos journées plus difficiles, plus chronophages, alors que le temps médical, c'est devenu une donnée extrêmement sacrée et rare aujourd'hui. Tout à fait. Alors juste, ouais, pour répondre du coup à la question de normes H', du coup, d'envoi des résultats de bio ou bien des comptes rendus, effectivement, en fait, le Ségur a imposé, voilà, une nouvelle norme beaucoup plus structurée, hein, ce qu'on appelle le CDA R2 niveau 3, et donc la norme H', elle n'est plus maintenue. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, c'est que si nous, en tant qu'éditeur médecine de ville, donc là, on a passé le référencement Ségur, on est conforme aux exigences, au cahier des charges, au dossier de spécification et des référencements. Mais que derrière, donc les logiciels de gestion de laboratoire, les messageries sécurisées de santé, en fait, si eux, de leur côté aussi, ils s'emparent pas, voilà, du Ségur, et donc ils s'équipent pas, voilà, ils installent pas, ils s'équipent pas des logiciels référencés Ségur, alors effectivement, il va y avoir un décalage entre, eh bien, voilà, notre solution qui maintenant, elle est censée lire des comptes rendus très structurés et donc censée faciliter, voilà, me faciliter la tâche avec une intégration quasi automatique, hein, donc le logiciel est capable voilà, de lire un document structuré en niveau 3 et du coup l'associer à tel patient, ou ça soit un résultat d'analyse, mais aussi un examen, un compte rendu de radio, etc. Mais aussi, voilà, l'associer et l'intégrer automatiquement. Donc, c'est ça l'enjeu aussi, c'est qu'il faut que tous en fait, les éditeurs de tous les couloirs en fait, confondus, hein, tout couloir confondu, il faut qu'ils mettent à jour en fait leur solution. Ça, c'est un. Deux, alors effectivement, en médecine de ville, donc là ce qu'on voit en fait cette image en fait qui représente du coup la répartition des types de documents envoyés à mon espace santé par type d'émetteur, on voit, eh bien, ouais, que la médecine de ville contribue voilà, à un niveau de 17% en fait à l'alimentation de mon espace santé. Alors bon, on va dire que c'est quand même peu, hein, quand on regarde que en médecine de ville, malgré un déploiement à 75%, donc 3 médecins sur 4, eh bien, le niveau d'alimentation de mon espace santé reste très insuffisant. Et d'après une enquête du coup menée par la CNAM, eh bien, seuls 10% de PS atteignent 10 envois de documents par semaine. Donc, voilà, c'est malheureusement le constat, en fait, il est pas bon, hein. Il est pas bon. Alors, pour être transparent, hein, bien évidemment, hein, il y a des explications. Bien évidemment, il y a des explications en fait pourquoi le niveau en fait enfin je vais pas dire que la médecine de ville elle est mauvais élève, hein, mais pourquoi il n'y a pas en fait l'alimentation de l'espace santé ne décolle pas en médecine de ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui est prévu pour que ça s'améliore? Parce que c'est pas qu'on est des mauvais élèves, c'est que si c'était simple, on le ferait. Bien évidemment, mais c'est ça, c'est que théoriquement le Ségur en fait théoriquement voilà, on le présente, enfin, on vous le présente comme voilà, le numérique en santé est au service des professionnels de santé, au service de la santé. Ça va faciliter en fait le quotidien des professionnels de santé, des santé. Mais en fait, effectivement, concrètement sur le terrain, c'est ce qu'on on se rend compte que bah, en fait, non, c'est l'enfer. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, voilà, avec les mises à jour Ségur, etc. C'est un peu compliqué en fait au quotidien d'utiliser en fait les solutions et donc de vraiment arriver à voir comment le Ségur il va pouvoir me faciliter en fait la vie en tant que professionnel de santé.
Comme je disais, le constat, il n'est pas bon. Voilà. Donc, on a, donc d'après les remontées terrain, hein, Mmh. on a une insatisfaction remontée par des professionnels de santé utilisateurs des logiciels Ségur. Donc, on a 58 qui rencontrent des dysfonctionnements de la connexion au DMP. Donc ça, clairement, ça donne pas envie d'alimenter le DMP. Si, 1 fois sur 2, voire plus, eh bien, j'ai des problèmes, d'alimentation de DMP de 3 minutes, eh bien là, je perds 2-3 minutes de temps médical. Pour la majorité, la quasi-majorité des PS, l'envoi aussi dans vers le DMP, donc l'alimentation de l'espace santé, est manuelle. Ça a aussi ses freins à l'usage. Donc, à chaque fois que je vais valider du coup un document, il y a cette petite pop-up qui va s'ouvrir pour dire: «Est-ce que vous voulez l'envoyer?» et cetera. Et donc, bah, ça explique, enfin, en partie, en fait, l'alimentation de mon espace santé, voilà, pour les médecins de ville, reste quand même, bah, ne décolle pas, reste quand même très faible au vu du déploiement, 75. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a 10 des PS qui atteignent 10 envois de documents par semaine, mais sachez que, toujours dans le cadre de la CNAM, 1 des PS atteignent 100 nouveaux envois de documents par semaine, ce qui correspond à un envoi systématique. Donc, on se rend compte, en fait, que, ouais, le constat, il est pas bon. Et voilà, enfin, progressivement, enfin, voilà, en cherchant des explications, non, c'est pas les médecins de ville qui veulent pas s'emparer du Ségur, c'est qu'il y a des problèmes. Et du coup, bah, pour identifier du coup toutes ces problématiques-là, tous ces bugs fonctionnels, ces ajustements en fait réglementaires à faire, hein, eh bien, la CNAM avec l'ADNS et l'ANS, ils ont mis en place une opération Sentinelle Ségur, du coup, pour, eh bien, voilà, pour tout simplement, enfin, suivre, faire de l'écoute terrain, donc écouter les professionnels de santé via le réseau CIS-DNS, GRAD, partager, du coup, avec les éditeurs, donc le pouvoir public partage avec les éditeurs, du coup, le suivi, bah, d'alimentation dans mon espace santé, mais surtout identifier les freins à l'usage pour, eh bien, élaborer derrière, du coup, un plan d'action de court terme, du coup, pour répondre à ces insatisfactions et donc pour, bah, décoller, en fait, l'alimentation de mon espace santé et plus globalement, voilà, faciliter la vie de professionnels de santé en ville. Quels sont les freins à l'usage, en fait, si vous voulez, et les plans d'action pour sécuriser la vague 1? Donc, tout simplement, ce qui a été remonté, hein, donc, dans le cadre de l'opération Sentinelle, Ségur, eh bien, une qualité de logiciel Ségur à améliorer. Donc, l'insatisfaction des professionnels de santé suite à la présence de bugs, des instabilités, des actions chronophages. La qualification de l'INS, ça prend 2-3 minutes parfois. Un médecin qui me dit ça. Donc, on multiplie ça par 10, 15, 20 nombre de consultations par jour. Eh bien, ça fait perdre 1 heure de temps médical. Les actions, voilà, donc sont chronophages, les formations sont insuffisantes. Et donc, le plan d'action, du coup, côté opération Sentinelle, mais aussi côté nous, hein, éditeurs, bien évidemment, parce qu'on participe à, en fait, à cette opération, eh bien, mon engagement à mettre en place rapidement des correctifs, donc amélioration de l'ergonomie, la stabilité et l'accompagnement. Alors, et juste pour la petite parenthèse, c'est que malheureusement, en fait, nous, en tant qu'éditeurs, on était obligés de faire des développements vraiment inédits, hein, dans un temps contraint, ce qui, eh bien, nous a pas permis, hein, en tant qu'éditeur, hein, pas uniquement Système Santé, de bien prendre en compte l'expérience utilisateur du médecin. Voilà. Et donc c'est ça qui manque malheureusement, en fait. Donc les boutons sont là, le fonctionnement il est là, mais il y a l'expérience utilisateur, donc qui est médecin, hein, finalement, qui utilise les logiciels, eh bien, elle n'est pas là. Voilà. Ce qui complique en fait, ce qui complexifie les opérations de qualification de l'INS, d'envoi vers le DMP. Donc voilà. Deuxièmement, du coup, l'INS de patients, on a constaté, il est que trop rarement qualifié. La procédure, elle est complexe, la délégation, elle est impossible. Et donc là, il y a eu un plan d'action de quelques étapes. Donc tout d'abord, l'adoption d'une procédure d'exception pour qualifier l'INS. Nous, CGDIM Santé, on a déjà bah, quasiment oui, mis bah, sur toutes nos solutions. Ouais, soit sur 3 solutions sur 4 ou bien sur toutes nos solutions, elle est déjà du coup intégrée cette procédure exceptionnelle pour qualifier l'INS. Ça consiste tout simplement à avoir une case à cocher. Si le médecin il connaît parfaitement, hein, son patient, il est suivi depuis longtemps, eh bien, ne pas avoir à demander une pièce d'identité. J'appelle l'INSI, je connais ce patient, je coche cette case et c'est bon, l'INSI, elle est qualifiée. Deuxième idée, deuxième piste qui est en cours de développement, bah, en tout cas nous dans nos logiciels, c'est l'appel systématique au téléservice INSI. Donc systématique et automatique. On peut imaginer ça dès la lecture de la carte vitale ou bien, eh bien, l'ouverture du dossier. Donc, hein, je vous rappelle qu'on peut appeler l'INSI avec ou sans carte vitale. Eh bien, dès la lecture voilà, ou la lecture de la carte vitale ou bien l'ouverture du dossier médical, qu'on puisse du coup appeler l'INSI, ce qui fait, bah, voilà, on va récupérer, hein, automatiquement les traits d'identité sans que le médecin ait à faire des clics et des clics.
Une piste aussi, une troisième piste, c'est le déploiement des CPE nominatifs. Donc, en tant que médecin, si j'ai une secrétaire ou bien une assistante médicale, je peux commander tout simplement une CPE nominative, ce qui permet voilà, d'aller qualifier du coup l'INSI. Et l'objectif final, c'est vraiment arriver en fait d'augmenter, d'améliorer pardon l'ergonomie, hein, donc qualifier l'INS en un seul clic, voilà, en le moins de clics possible. Une fois que l'INS est qualifié, la bataille, le combat, il n'est pas gagné. Il faut du coup alimenter mon espace santé. Et donc là, l'alimentation, elle n'est pas automatique. Voilà, procédure chronophage et elle est quasi manuelle, enfin sur toutes les solutions. Et donc là, ce que nous, enfin, les pistes en tout cas, et ce qu'on est en train de développer dans nos solutions, c'est un envoi systématique et automatique des documents. Alors bien évidemment, les documents qui font partie de l'annexe 3, hein, pas tout et n'importe quoi, vers mon espace santé, avec en fait la demande de consentement qui est précochée. Donc, si le patient il s'y oppose, bah là, le médecin il peut décocher et du coup ne pas envoyer systématiquement et automatiquement les documents hein, de l'annexe 3 vers mon espace santé. Quatrième élément, c'est l'accès à la messagerie sécurisée de santé. Donc, les médecins, voilà, ils ont des difficultés d'accès, notamment sur Mail par exemple, hein, il y a des difficultés d'accès, ça bug, ça saute, ça se déconnecte, voilà et sans voilà, sans oublier que pour l'instant, la majorité, en fait, des messageries sécurisées de santé on peut pas les intégrer dans nos solutions métiers. Parce que, bah, comme je disais, les opérateurs de messagerie sécurisée de santé, ils sont pas encore conformes, enfin, toutes en tout cas, tous au référencement Ségur. Et donc là, il y a eu des travaux en cours pour pouvoir du coup équiper les médecins ou bien un cabinet hein, de groupe d'une boîte à lettres partagée. Voilà, ce qui permet de recevoir du coup tous les comptes rendus, tous les résultats de labo dans un seul et même endroit et pouvoir déléguer du coup l'accès à cette boîte à lettres à un tiers dûment identifié, donc une secrétaire ou une assistante médicale. Ce qui permet voilà, à l'assistante médicale ou bien à la secrétaire de faire ce tri, de les intégrer en un clic, hein, bien évidemment si c'est du structuré, dans le dossier patient et donc ça décharge les médecins hein, de cette tâche-là. Et enfin, du coup, une fois qu'on a amélioré l'ergonomie, qu'on a automatisé du coup l'appel à l'INSI, l'envoi vers mon espace santé, eh bien, il faut aussi hein, renforcer du coup la compréhension, les enjeux hein, de mon espace santé auprès des professionnels de santé via des campagnes de mailing, des documentations, des kits de communication hein, aux professionnels de santé, mais aussi aux patients. Hein. Ils peuvent afficher des kits de communication, ce que c'est l'INSI, pourquoi moi en tant que professionnel de santé, je dois valider l'identité, voilà, quel est l'intérêt, etc. Donc voilà, il faut vraiment sensibiliser et accompagner les professionnels de santé, les former encore plus aux fonctionnalités Ségur. Une fois voilà, qu'on a, enfin en même temps, une fois qu'on a simplifié l'ergonomie, amélioré l'ergonomie et simplifié l'utilisation du coup voilà, des services et référentiels socles du coup dans les logiciels. Voilà un petit peu. Il y a des leviers incitatifs financiers. Je sais pas, je sais que c'est pas forcément votre spécialité, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Moi, je retiendrai un mot, c'est que quand on s'est retrouvé face à l'arbitre, celle qui a rédigé finalement sous influence qui est du gouvernement et de la CNAM, le règlement arbitral qui ne satisfait personne, le message sur le Ségur numérique de l'arbitre a été les objectifs fixés sont trop hauts, on vous demande d'aller trop vite, vous n'y arriverez jamais, il faut ralentir et donner une incitation financière supplémentaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme lecture? Voilà. Donc comme je vous disais, en fait, malheureusement, je ne maîtrise pas parfaitement le sujet et donc voilà, j'ai pas voilà des informations trop précises en fait là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a des leviers déjà réglementaires. Donc en fait, il est obligatoire hein, d'identifier, enfin de qualifier l'identité nationale de santé et donc d'alimenter mon espace santé. Ça, c'est côté réglementaire. Côté levier incitatif à l'usage, eh bien, il y a l'avenant 9 hein, du coup de la convention médicale qui accompagne les médecins libéraux hein, dans l'usage des outils numériques. Donc il faut savoir hein, que le forfait structure, hein, bien évidemment. Il faut savoir que dès 2023, l'utilisation d'un logiciel référencé Ségur devient un prérequis pour déclencher, eh bien, tout simplement déclencher du coup la rémunération enfin, via le versement en fait, du forfait structure. Donc ça, c'est l'indicateur du volet 1 du volet structure. Ensuite, eh bien, donc ça, c'est l'indicateur, donc être équipé d'un logiciel Ségur. Ensuite, eh bien, le volet 2 qui va inciter à l'usage.
Donc là, j'ai pas exactement en fait les chiffres par cœur, mais en tout cas, voilà, il va y avoir une certaine quota, hein, pour 2023, mais qui va évoluer progressivement du coup, hein, dans les années à venir pour, eh bien, inciter les professionnels de santé, hein, à s'emparer, à utiliser du coup le numérique en santé, l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée de santé, et cetera. L'application carte vitale, hein, l'ordonnance numérique, pour, du coup, donc voilà, il y a des leviers incitatifs. Donc je crois en 2023, du coup, il y a 1800 270 points, je crois, pour ce qui est en fait, volet 2 du forfait structure, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi du coup le forfait élaboration du coup VSM, qui lui, eh bien, il est à 1500 euros si j'ai plus de 50% des patients en fait en ALD, enfin à qui du coup j'élabore le VSM et je le dépose dans mon espace santé. Sinon, si c'est au-dessus des 90% de ma patientèle en ALD, bien évidemment, donc je fais le VSM et puis je l'envoie vers le DMP, eh bien, je crois qu'il y a 3000 euros. Donc voilà, l'objectif. Alors, effectivement, quand vous dites, je crois qu'enfin, vous, en tant que professionnel de santé, ce qui se passe, les négociations, le règlement arbitral, et cetera, ça ne vous satisfait pas. Mais en tout cas, il y a des leviers financiers pour, eh bien, inciter les professionnels de santé, du coup, à s'emparer des fonctionnalités Ségur dans leur logiciel. Voilà ce que je peux Ouais. dire en fait, à ce Bon, sujet. il y a plein de questions. Je vois que votre collaboratrice, où elle le met, s'évertue d'y répondre. Euh, peut-être d'un mot de conclusion et vous laisser finalement la conclusion finale. Au vu de ce que je lis, je reprends Jean-Michel Lemaître et vous savez combien Jean-Michel Lemaître est pour nous un puits de science en numérique au sein de la CSMF. Et je rejoins ce qu'il dit finalement quand il dit le vrai indicateur, c'est la consultation et non pas l'alimentation. Je dirais, moi, le vrai indicateur, c'est l'usage. Parce que si on nous met un outil qui finalement nous sert à rien et nous complexifie la vie, euh, et peut-être que la réponse est là aussi, c'est comment je fais en pratique, euh, est-ce qu'avec mon logiciel, ça fonctionne de telle ou telle façon, où est-ce qu'on en est de la formation, et je vous renvoie la balle finalement en se disant, est-ce que maintenant, il ne faut pas faire un webinaire plus formation, plus démonstration sur les logiciels qui sont les vôtres, et puis qu'on fasse pareil avec les autres éditeurs de logiciels, parce que associer ça à une formation finalement plus individuelle de chaque professionnel de santé et des assistants, des secrétaires, des assistants médicaux avec qui elle y bosse. Parce que sinon, on n'a pas le temps, nous, de tout ça. Il faut nous simplifier la vie. Tout à fait, effectivement. Donc voilà, sur l'usage, À effectivement, en vous. fait, enfin, voilà, l'idée, c'est surtout de ne pas répéter un peu l'histoire du DMP il y a 10-15 ans. Donc voilà, de se retrouver voilà, avec une solution, avec mon espace santé qui finalement. Ah, vous m'entendez plus. Ça y est, ça remarche. Ouais, pardon, excusez-moi, ouais. Donc voilà, sur l'usage, en fait, voilà, avoir une solution voilà, qui puisse être utilisée. Bien évidemment, l'idée, c'est pas répéter l'histoire du DMP, en fait, il y a 10-15 ans, où bah, voilà, il était créé, mais finalement ni alimenté, ni consulté, bah, ni tout simplement ouvert par le patient. Donc effectivement, en fait, voilà, si nous on fait tous les développements nécessaires en fait de la terre entière, mais que la solution derrière n'est pas utilisée, bah, on aura échoué en tout cas, nous en tant qu'éditeurs, voilà, de convaincre les médecins comme quoi bah, le numérique en santé va vous faciliter en fait la vie. Et donc nous en tant qu'éditeur, eh bien l'idée c'est voilà, c'est de prendre surtout le côté ergonomie, hein, de la solution, l'expérience utilisateur, c'est d'écouter en fait le médecin et de prendre du coup voilà le parcours, hein, d'une consultation, comment un médecin y travaille, donc vraiment avoir les retours terrain et pouvoir les implémenter du coup dans dans nos solutions, mais pas que aussi, hein, tous les autres éditeurs pour bah, faciliter du coup l'usage aux professionnels de santé. Alors, sur le deuxième point, bien évidemment, il n'y a aucun souci du coup pour bah, organiser, hein, des démonstrations en direct, hein, sur nos solutions. Alors, je rappelle, hein, qu'on a 4 solutions du coup référencées c'est Ségur, hein, Medimust, MLM, Crossway, Mediclick, et avec du coup, donc pour ce qui est accompagnement, information, alors sur le site web de Sijdim Santé, hein, par solution, on a du coup des vidéos. Voilà, on a des vidéos en fait par service socle, si vous voulez, voilà, que le professionnel de santé il peut regarder à loisir pour pouvoir voilà, bah, s'emparer, bah, comprendre comment ça fonctionne en tout cas dans sa solution et bah, comment qualifier l'INS, comment alimenter en fait le DMP, etc. Mais voilà, l'enjeu, voilà, il est colossal. Le but, c'est vraiment bah, convaincre les professionnels de santé euh,
à utiliser, à s'emparer du numérique en santé. Et voilà, hein, en tout cas, nous, en tant que Cegedim Santé, on était pleinement engagés et on est toujours engagés dans le Ségur du numérique en santé, voilà, pour améliorer l'expérience utilisateur, améliorer l'ergonomie et vous simplifier la vie, je l'espère, même si actuellement ce n'est pas encore parfaitement le cas. Heu, c'est pour tous les éditeurs, hein, l'idée, enfin, c'est vrai pour tous les éditeurs, il y a des bugs, il y a des insatisfactions, il y a des instabilités. Et encore une fois, hein, le développement Ségur, ça a vraiment déstabilisé en fait, bah, toutes les solutions, hein, sur le marché et bien évidemment, en fait, les équipes tech produits, développeurs, ils travaillent d'arrache-pied pour, eh bien, pallier, pour corriger en fait tous ces bugs et ces instabilités. Ben, merci beaucoup. Voilà. Donc, on peut conclure sur vive les tutos, mais pas que. Moi, je pense qu'il faut faire un webinaire de démonstration parce que je pense que ça apportera beaucoup. Euh, Si j'ai bien compris, l'ensemble de cette présentation et l'enregistrement seront diffusés aux participants et même à tous ceux qui étaient inscrits, parce qu'il y avait beaucoup plus d'inscrits initialement. Et je pense que les questions-réponses, dont certaines effectivement ont disparu avec au fil de l'eau, seront données à chacun parce que ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Bien évidemment, du coup, ouais, et le replay, le support, mais aussi, heu voilà, il y a plus d'une centaine de questions. Malheureusement, on n'a plus le temps, mais en tout cas, que ma collègue, Gwen Lemay, voilà, a dû répondre. Mais sinon, on vous envoie aussi une fiche récapitulative des questions avec les réponses, dedans. Voilà, ce qui permet à tout le monde, voilà, de profiter un petit peu de ces réponses-là et de, voilà, diffuser le plus largement Le possible. webinaire de formation existe bien Oui, depuis, le oui, mois de novembre oui. Juste et voilà. toutes les Ouais, donc voilà pour tout la à petite fait. précision, voilà, comme je disais sur notre, voilà, sur notre site du coup, par solution, il y a 6 à 8 vidéos, voire 10 même, voilà pour, bah, expliquer du coup, et webinaires aussi, hein. On organise aussi, régulièrement des webinaires. Donc les professionnels de santé reçoivent dans leur logiciel, d'une pop-up ou bien par mail, hein, newsletter, emailing, eh bien les dates de webinaires auxquelles ils peuvent s'inscrire et puis derrière, bah, voilà, venir, voir comment ça se présente, que voilà, ça se matérialise concrètement dans leur solution, donc dans les 4 solutions, un webinaire, des webinaires par solution et bah, voilà, donc ils peuvent aussi poser des questions vraiment techniques, enfin fonctionnelles. Ça fonctionne pas et ce qui permet, voilà, d'avancer en fait sur ces sujets-là. Écoutez, merci beaucoup. Moi, Merci et merci docteur. me réjouis de ces webinaires et de ces partenariats et de ce webinaire, mais il y en a d'autres et avec d'autres sur d'autres sujets qui sont moins les vôtres. On multiplie actuellement les webinaires sur le domaine plus assurantiel avec la MACSF que les médecins connaissent bien. Nous très prochainement un deuxième webinaire, j'ai plus la date exactement en tête, mais qui est fait avec la CAP, qui est une centrale d'achat qui nous permet d'acheter notre matériel médical moins cher parce que c'est une source de dépenses importante. On a tout ça, c'est finalement ça s'inscrit dans le cadre du syndicat service que je souhaite donner à la maison CSMF parce que il y a la défense finalement du professionnel de nos revenus et on sait combien aujourd'hui notre situation est extrêmement difficile. Et c'est pas avec des consultations à 25 et à 26,50 € qu'on pourra relever le gant finalement ce que la société attend de nous. Et pour l'instant, c'est un vrai dialogue de sourds. Mais à côté de ça, il y a le quotidien des médecins libéraux que nous sommes tous. Et là, on a un rôle de syndicat service. Vous l'avez montré ce soir et c'est pour ça qu'on multiplie les partenariats et ces échanges en toute indépendance par rapport à vous, évidemment. Voilà, Bah, merci infiniment. merci à vous docteur d'avoir, co-animé du coup ce webinaire. Merci à tous les participants et voilà, un dernier mot, c'est que voilà, Cegedim Santé, elle est pleinement engagée, hein, dans, bah, nous côté éditeur, hein, donc à notre échelle, pour, essayer de simplifier, la vie des professionnels de santé, le quotidien des professionnels de santé et heu et voilà, donc on est vraiment à vos dispositions, hein, si vous avez, la moindre question, la moindre interrogation. Voilà. Eh bien, Merci bonsoir beaucoup. à tous.